ça, Jupiter Ascending n'est pas diffusé dans la région? C'est quoi cette connerie? Ah, il y a quand même une ville qui la diffuse en Corse. Ah, ok, où? Corté? Oh putain, mais c'est à 1 heure de route d'ici. Ah, je vais pas y aller pour 1 heure de route pour voir ce film, quand même. Ils ont qu'à la diffuser à Bastia, tout simplement. Ouais, ça intéresse pas les gens. Fuck you. Heureusement que j'avais tout préparé pour parler d'un autre sujet, hein. Depuis quelque temps, un certain film, célèbre pour sa nullité abyssale, commence à avoir une nouvelle notoriété. Des gens qui disent « Eh, mais finalement, c'est pas le pire film jamais réalisé. » C'est pas la première fois que ça arrive. Beaucoup de mauvais films de l'époque sont considérés maintenant comme des films cultes. Suffit de voir Plan 9 intergalactique Deadwood. À l'époque, c'était considéré comme étant le pire film de tous les temps. Maintenant, plus trop. Et franchement, j'aime cette façon de faire. J'aime cette façon de re-questionner la qualité d'un film jugé par le grand public comme étant une grosse bouse et finir par y voir de véritables qualités. Peut-être que ça arrivera au film de Shyamalan dans 5 ou 10 ans, allez. Cela dit, nous vivons aussi à une époque où les plaisirs coupables sont un petit peu trop vite considérés comme étant des bons films. Suffit de voir les films de Michael Bay. Objectivement merdique, mais il y a des gens qui disent qu'il est quand même bien pour les mêmes raisons que moi je dis que j'aime bien le Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. C'est pas parce que vous avez réussi à aimer le film que le film est bon, juste qu'il correspond à vos goûts. C'est sympa de remettre en question la vie générale, mais avant il faut savoir se remettre en question soi-même. Et c'est ce que nous allons faire avec un film légendairement très mauvais, mais maintenant considéré par de plus en plus de gens comme étant un très sympathique film. Donc, est-ce que Batman et Robin est un bon film? Batman est de loin le super-héros le plus apprécié du grand public. De nos jours, nous connaissons surtout le Batman sombre, voire un petit peu émo prétentieux qui veut pas nous lâcher avec la mort de ses parents. Mais avant ça, Batman n'était pas si dark que ça. C'était un super-héros aussi romantisé qu'un Superman, un Flash, un Spirit, bref, comme tous les super-héros de l'âge d'or des comics. L'âge où tous les super-héros étaient des modèles de vertu et de bonté, toujours souriants et toujours en train de puncher Hitler dans la gueule. Les comics, cogneurs d'Hitler depuis 1889. Ouais, on le tape depuis qu'il est né, le petit Adolf, t'as vu? Il a fallu quelques années avant que le comics devienne vraiment gothique et sombre. Et encore, les gens, ils s'en sont pas rendus de suite compte. Car la vision populaire de Batman était, comme toujours, la vision qu'on a à la télévision. À savoir, le Batman d'Adam West et le dessin animé Le Plein de Super. Batman était pratiquement la Kim Possible de l'époque. C'était complètement délirant, ridicule, limite parodique et fun. Sans déconner, le long métrage Batman avec Adam West est une perle humoristique. Il a fallu attendre le grand boom du comics de Frank Miller, The Dark Knight Returns, avant que les gens comprennent que Batman était en effet très dark et gothique. Et depuis, on ne peut plus imaginer Batman autrement. Quand on voit cette progression, vous trouvez pas que les mecs qui critiquent Man of Steel parce que c'est un petit peu trop sombre sont juste un peu cons de reprocher ça? Et avec ce boom, on a pu faire le film de Tim Burton, Batman. Et avant qu'on m'assaille dans les commentaires, oui, j'ai vu la critique de Durandal. Très sympathique rétrospective, mais je suis pas d'accord sur tous les points. C'est pas parce que Batman n'est pas le centre de son propre film que le film est mauvais. Le Blade Runner n'est pas le centre de son propre film et personne s'en plaint. Batman n'est pas qu'un personnage, c'est un univers et Tim Burton a voulu exploiter une certaine partie de cet univers. Et puis je trouve son approche assez originale et intéressante. Garder le mystère autour du personnage pour le rendre encore plus mystérieux et fascinant à suivre, notamment en suivant le point de vue de Kim Basinger. C'est une très bonne approche qui démarque ce film des autres adaptations, hein. Je devrais même dire, on devrait en faire plus souvent des films comme ça. Ah ouais, comme Megan Fox dans Tortue Ninja. Ouais, mauvais exemple. Mais enfin, le film était super, malgré quelques chipotages de fans hardcore du comics qui se plaignent de trucs genre par exemple Batman il ne tue pas. Si, dans les premiers comics, il tue. Il avait même un flingue. Mais enfin, le film eut un gros succès planétaire. Et donc la Warner commanda une série d'animations putain de sa race superbement géniale, ainsi qu'une suite, laissant donc à Tim Burton carte blanche pour faire tout ce qu'il veut avec cette suite. Avec Batman le
défi, ce qui était à la fois une bonne et une mauvaise idée. Bonne parce que déjà, c'est le plus burtonien de tous les Batman, avec le charme, son style d'histoire et son univers gothique qui fascine toujours autant. Mais c'était une mauvaise idée parce que de l'autre côté... Burton, il a fait tout ce qu'il voulait, quoi. C'était incroyablement dark, mais surtout beaucoup trop dark pour le public visé. À savoir les gosses. En fait, le film était tellement trop dark que McDonald's, qui avait commandé des jouets pour promouvoir le film dans ses Happy Meal, a dû annuler ses jouets. Je sais pas, on a bien fait des jouets pour Robocop, je vois pas le problème. Surtout que voilà, Batman le défi, j'ai pas souvenir qu'il était aussi effrayant pour un gosse. Moi quand j'étais gosse, j'adorais ce film, et je l'aime toujours autant d'ailleurs. Mais enfin, parce que Burton a fait un film adulte que les producteurs destinaient aux gosses, le film n'a pas super bien marché. Ainsi, les gars de la Warner ont compris la leçon et ils ont viré Tim Burton pour le remplacer par un réalisateur un peu plus sûr de contrôler, Joel Schumacher. Et il a fait 2 films qui sont grosso modo des blockbusters de commande, juste là pour profiter de la notoriété de Batman. Batman Forever et Batman et Robin. Au niveau des critiques, pour Batman Forever, c'était plutôt... ouais, ça passe, mais pour Batman et Robin, tout le monde s'accordait à dire que ce film était une énorme bouse. C'est le film qui a tué la licence et le genre du super-héros pendant un long moment. C'est même un exemple de tout ce qu'il faut pas faire dans un film. On compare pas mal de mauvais films à ce film, voire à outrance. Ouais, Spider-Man 3, c'est Batman et Robin fait par un réalisateur qui n'est pas une brêle. Il est où le problème? Mais maintenant, les gens commencent à dire que le film est plutôt sympa et même un sympathique divertissement. Et honnêtement, pas mal de leurs contre-arguments, ils sont pas mal du tout. Sur le papier. Dans le contexte, c'est autre chose. Mon préféré est celui sur le ton du film. Il y en a pas mal qui reprochent à Batman et Robin d'être beaucoup trop délirant, d'être beaucoup trop cartoon. Alors que Batman est censé être dark et sérieux. Et ces gens qui défendent le film disent que ce n'est pas parce que Batman a été quelquefois sombre et mature qu'on doit forcément le faire que comme ça, qu'on peut pas se permettre de faire un dessin animé live comme Batman et Robin. Et je suis entièrement d'accord là-dessus, comme je l'ai dit, Batman a eu sa période de grand délire enfantin, en particulier dans ses origines, et c'est cette partie qui fait justement le charme de la série avec Adam West, ou la série Batman l'Alliance des Héros. C'est un style qui ne plaît tout simplement pas à tout le monde. Il suffit de voir l'échec commercial de films à peu près similaires dans le style comme Speed Racer ou Scott Pilgrim. Cela dit... ça ne justifie pas la nullité du film pour moi. Ouais, malgré ce que disent les gens, ce film est toujours nul. Ils disent que le film est avant tout un divertissement décomplexé, fun et rendant hommage au style d'Adam West, ainsi qu'à son charme kitsch et enfantin. Ce à quoi je réponds, oui. Vous avez très bien décrit Batman Forever. Je veux bien qu'il fasse un gros blockbuster délirant à la Adam West. Mon problème, c'est que Batman et Robin est chiant. Enfin, parlons un petit peu du film en lui-même. Premier choix artistique qui a fait énormément polémique, George Clooney en Batman. Je trouve que c'est pas mauvais comme choix. Clooney est un excellent acteur et il l'a prouvé plus d'une fois. Il a le charisme et la carrure nécessaires pour faire Bruce Wayne. Et en Batman, il aurait pu faire un super boulot. Seulement, il y a un petit bug. George Clooney s'en fout royalement. Et ça se voit. Chaque fois qu'il parle, tu sens un vide émotionnel abyssal. Quand il est en Bruce Wayne, il sourit tout le temps. Même dans les moments où il est pas censé sourire. Il y a une scène où il comprend via un flashback qu'Alfred est mourant. Et il sourit. C'est même pas un sourire nostalgique ou un sourire amer. Non, non, c'est son sourire Wardell, ce que l'on connaît tous. Il y a une scène où il parle sérieusement à Robin et lui demande de lui faire confiance. Et même dans cette putain de scène, ce con, il sourit, quoi. Il y a des moments où il sourit pas, c'est quand il porte le costume de Batman. Là, par contre, il se fait chier comme un rat mort. Il y a une scène où il assomme à des hommes de Mr. Freeze, et tu sens vraiment dans la façon dont il dit qu'il se fait chier, genre... bonne nuit. Autre choix polémique, Arnold Schwarzenegger en Mr. Freeze. Il aurait pu être génial dans le rôle. À l'origine, il pensait à Patrick Stewart et ouais, ça aurait été 1000 fois mieux comme choix. Mais Schwarzy aurait pu quand même l'interpréter comme il fallait. Déjà, il a la carrure pour le rôle, ou même son célèbre accent autrichien, ça aurait pu marcher avec le personnage, vu qu'il a un nom un petit peu européen. Et je sais qu'il aurait pu bien jouer ce genre de personnage parce qu'il l'a déjà fait. Tout ce qu'il fallait faire pour qu'il joue bien Mr. Freeze, c'est de lui dire « joue comme Terminator ». Voilà, t'aurais eu un bon Mr. Freeze. Mais à la place... il joue n'importe comment, chose principalement due à la direction d'acteur. Donc même avec Patrick Stewart, on aurait eu ça.
Avec une voix plus cool, mais voilà. De plus en plus de gens trouvent ces vannes sur la glace de plus en plus marrants. Mais plutôt dans le sens où c'est tellement con que c'en est drôle. Mais franchement, des blagues carambars sur la glace, c'est juste fainéant. Et oui, il abuse de ses vannes sur la glace. Même quand il discute avec une bébo qui travaille pour lui, apparemment, il continue à faire ses putains de jeux de mots sur la glace. Au bout d'un moment, ça saoule. C'est bon, on a compris, connard. T'es un bonhomme de neige! Si au moins ils essayaient d'être créatifs ou de jouer sur l'aspect parodique avec ce genre de dialogue. Et maintenant, Batman, tu es coincé comme un pingouin dans la banquise. Non, attends, c'est nul. On va oublier le pingouin. Ok, tu es coincé comme un glaçon dans un iced tea. Non, putain, je suis nul en impro, putain. Non. Alors, tu es coincé comme le Titanic. Ouais, c'est bien. Dans l'iceberg. Sauf qu'il était pas coincé, il a juste entrechoqué. Ok, on va reprendre depuis le début, on va oublier la partie piégée. On reprend. Et maintenant, Batman, je vais te péter la gueule. Comme l'iceberg a pété le tigre. Fils de pute! Sérieux? Il s'est tué, ce con! Sérieux, aucun respect! Putain! À l'époque, on respectait les one-liners des méchants. Respectez, quoi, merde! De plus, son plan, il est complètement con. Quand je pense qu'on critique le plan de Bane dans The Dark Knight Rises, celui de Mr. Freeze, il est encore plus con. Ok, donc le mec, il vole des diamants un petit peu partout. Attention, hein, je parle pas des petits cailloux de mer. Non, je parle de gros diamants plus gros que son poing. Ces diamants servent de source d'énergie pour sa technologie. Et il a besoin de ces gros diamants pour une grosse machine qu'il espère utiliser pour congeler tout Gotham, pour ensuite les rançonner pour qu'il lui donne l'argent nécessaire pour payer les recherches sur la maladie de sa femme. Vends les diamants! Sérieusement, son but c'est le pognon. Ça ne justifie en rien de congeler toute une ville. Ça justifie encore moins de tuer Batman. Revends un seul de tes putains de diamants et ça sera nécessaire pour financer les recherches pour guérir 30 fois ta femme. Mais attends, maintenant que j'y pense, mais vends ta technologie, connard! Elle est prodigieuse, ta technologie! Imagine ce que les chercheurs et les militaires peuvent faire avec toute ta combinaison, tous tes fusils à congeler et tout! Encore une fois, avec ça, les militaires et les chercheurs te payeront sûrement les milliards nécessaires pour guérir 40 fois ta femme! Je veux dire, bordel de merde, dans ta voiture, il y a une mini-fusée! Une fusée, mec! Quand on voit que tout ce que t'as déjà, il y a de quoi se demander en quoi l'argent est un besoin. Tu fais ça juste parce que tu te sens obligé de faire un truc diabolique depuis que t'es devenu un monstre, c'est ça? Même la façon dont le personnage est interprété, c'est totalement inconsistant. Il te raconte le personnage non comme un méchant, mais comme un homme désespéré, qui fait tout et n'importe quoi pour sauver sa femme. Il est même plus proche du héros que du méchant, c'est juste que pour faire son truc de héros, il doit faire de mauvaises choses. Il veut juste sauver sa femme, quoi. Chose qui n'est pas du tout adaptée à tout son mouah, ses blagues sur la glace ou ses orgasmes quand il congèle des mecs. Non, sérieux, il orgasme quand il congèle des mecs. Il est vraiment genre, oh oui, ah. Ça ne colle pas du tout ensemble. C'est un gros méchant qui aime être méchant ou c'est un mec qui veut sauver sa femme? Notez que ce que je critique là, c'est pas du tout justifiable par le ton du film. Le ton justifie des trucs genre des dialogues débiles, une physique complètement délirante dans les scènes d'action, un télescope en pleine ville, des satellites qui réfléchissent la lumière du soleil pour décongeler une ville, ou encore la stupidité des flics qui n'arrêtent pas la folle dingue des plantes qui vient de menacer une centaine de personnes. Mais ça n'excuse pas du tout un personnage inconsistant. Même un méchant comique doit être consistant. Même les méchants de la série Y a-t-il un flic sont consistants, quoi. Si tu veux faire un méchant over the top qui s'amuse chaque fois qu'il congèle un chat, fais-le! Mais de l'autre côté, ne nous fais pas chier avec le mec qui veut sauver sa femme, quoi! C'est d'ailleurs aussi la petite erreur d'adaptation du film. Dans la série et les autres histoires exploitant le drame de Mr. Freeze, il agissait principalement parce que il avait perdu sa femme, quelqu'un avait capturé sa femme, ou parce que sa femme n'avait plus beaucoup de temps à vivre et qu'on devait agir vite. Mais en commençant direct avec Mr. Freeze qui a déjà son glaçon, ça ne laisse pas beaucoup de place pour justifier ses intentions criminelles. Surtout quand on voit que tout ce que Batman a à faire, c'est lui dire « Hey, Freeze, je peux financer les recherches de ta femme, rends-toi !» C'est ce qu'il fait à la fin du film d'ailleurs. Oups. C'est con parce que les scènes où Mr. Freeze pense à sa femme
sont de très bons moments. Ça donne encore plus envie de le voir laisser tomber son côté mouah et devenir un vrai personnage tragique. Ça aurait quand même marché dans l'univers délirant des films. Ça aurait même apporté un joli contraste sur l'aspect positif de Batman et Robin qui se retrouvent confrontés à une certaine réalité un petit peu dure. Et pour l'aspect comique, bah t'avais qu'à lui donner un méchant rigolo sidekick. En parlant de ça, Uma Thurman en Poison Ivy. Pour moi, c'est la plus grosse tâche au casting. Sans être méchant avec Uma Thurman, c'est une excellente actrice, mais elle n'a pas ce qu'il faut pour Poison Ivy. Elle est pas assez jolie. Le prenez pas mal. Je dis pas que Uma Thurman est moche, je dis juste que Poison Ivy, même dans le film, c'est censé être une beauté hypnotisante. Ce qui n'est pas vraiment le cas d'Uma Thurman qui a une beauté juste modeste. Et encore une fois, le personnage est inconsistant. Elle est censée être d'une beauté fatale hypnotisante, donc pourquoi elle utilise des phéromones pour séduire les hommes? Elle est censée être l'incarnation de Mère Nature, donc pourquoi elle joue comme une blondzilla à la Paris Hilton? Et elle est censée être une écolo hardcore, donc pourquoi elle est maquillée et habillée comme elle l'est? Sérieux, combien d'arbres et de plantes on a dû tuer pour produire tout le cuir qui te sert de pantalon? Ou encore les trucs verts bizarroïdes que t'as sur les sourcils? Ou encore tout le spray qui t'a servi à avoir des coiffures aussi ridicules? Le problème, c'est que Schumacher a exploité plus le côté femme que le côté écolo, faisant d'une personnage une grosse pouffe, un stéréotype sexiste vite saoulant, alors qu'en exploitant un peu plus le côté écolo, on aurait pu avoir une vraie méchante dangereuse. Elle utilise ses plantes au combat qu'une seule fois. Ah, et aussi, pourquoi une de ces plantes la bouffe? C'est censé être Mère Nature ou c'est pas censé être Mère Nature au bout d'un moment? Au moins Mr. Freeze, il gèle des gens, il fait pas son beau gosse de lycée qui essaye de séduire Batgirl en faisant des longs speeches en expliquant à quel point c'est cool d'avoir des couilles, pour au final jeter un petit glaçon sur Batman. En fait, maintenant que j'y pense, il y a que Bane de consistant comme méchant. Il est quand même à chier parce que voilà, il fait très monstre de Power Rangers avec des dialogues à base de BOMB. Mais au moins il est consistant et sa nullité est justifiée par le côté kitsch du film. D'ailleurs, depuis ce film, les gens sont persuadés que foutre 3 méchants dans un film de super-héros, c'est un défaut en soi. Ce qui est complètement con. Le problème des méchants de Batman et Robin, c'est pas qu'ils sont 3, c'est qu'ils sont juste très mal écrits. Les 3 méchants de Spider-Man 3, eux au moins, ils sont très bien exploités. Et les 3 méchants d'Amazing Spider-Man 2, ils sont exploités comme ils devaient être exploités. Même les dizaines de méchants qu'on a dans chaque épisode de la trilogie Batman de Nolan, ils sont tous bien exploités. Pareil pour les films X-Men, ils ont combien de méchants par épisode, eux? Le seul méchant vraiment over the top et fun, c'est même pas un des méchants principaux, quoi. C'est John Glover au début du film. John Glover, que vous connaissez sûrement comme étant le meilleur acteur de Smallville, mais qui pour moi sera toujours le patron du building dans Gremlins 2. Il joue grosso modo Dr. Insano, et il est vraiment à fond dans son truc, là où les autres méchants sont juste bloqués. Ce mec est bien plus fun que les 3 méchants principaux réunis. Même le côté over the top du film lui-même, le truc que les gens adorent dans ce film, je trouve ça mou du genou. C'est pour ça que je trouve que leurs arguments sont plus appropriés à Batman Forever. Parce que lui, il va à fond de l'over the top. Il est super énergique et fun. Je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre, je dis juste que ça en fait un film divertissant dans son côté kitsch. Même s'il se contente de jouer le Joker, Tommy Lee Jones en double face, il est fandard. Et je ne parle pas de Jim Carrey en homme mystère. Je rigole toujours autant durant la scène où il s'en prend à son patron. La caféine, c'est mortel. Et malgré ça, ce sont pas eux qui me font le plus rire dans le film. Non. Le personnage le plus drôle du film, de loin, c'est Nicole Kidman. Elle est tellement ridiculement sexy et tellement folle de cul que ça en devient drôle. Plus drôle que Jim Carrey lui-même, pour dire. Sérieux, c'est la pire psy que j'ai jamais vue de ma vie, quoi. Bon, après avoir bien étudié le cas de Batman, quel est votre diagnostic, docteur? Mon diagnostic? Il est trop hot et je dois le niquer. Vous êtes viré. Tu rigoles, mais elle est vraiment comme ça dans le film. Et une fois avoir discuté pendant toute une minute avec Batman, elle est déjà décidée à entrer par effraction au commissariat, allumer le bat signal et l'accueillir en chemise de nuit pour lui proposer avec subtilité d'explorer sa Batcave. Très mauvaise psychiatre, mais bizarrement, j'ai aucun mal à imaginer qu'elle ait beaucoup de clients. Tiens, c'est marrant, pourquoi ta séance chez le psy, elle a duré que 2 minutes? C'est pour ça que je n'avais pas cette idée de Batman et Robin comme étant un divertissement over the top et kitsch, parce que c'était déjà 1000 fois mieux comme ça dans Batman Forever. Dans Batman et Robin, on n'a pas de méchant qui se déguise en grand-mère pour piéger Batman. On n'a pas un méchant qui attaque Batman et Robin avec un jeu de toucher-couler. Et on n'a même pas Batman qui se balade avec une grosse bombe au-dessus de la tête et qui se fait sauver par un marsouin. Je veux bien qu'on fasse un film complètement con comme Batman Forever,
Mais encore faut-il rendre cette connerie fun. Batman et Robin n'a pas d'énergie. Tous les moments over the top sont forcés. Principalement parce que l'équipe du film n'y croit pas une seule seconde. Suffit de voir les making-of qui sont hilarants en ça manque de langue de bois quoi. Dans Batman Forever, tout le monde se disait c'est un dessin animé live faisant un truc super délirant. Dans Batman et Robin, par contre, les gens sont genre faisons une pub pour jouets, donc contentons-nous de montrer les jouets. Chris O'Neill, il a dit grosso modo ouais, j'avais l'impression de jouer dans une pub d'1h30, on s'est dépêché de bâcler le truc histoire d'en se débarrasser. Même Joel Schumacher, le principal responsable de la nullité du film, il est genre je m'excuse d'avoir fait une bouse. Je ne savais pas. C'est pour dire à quel point le film est légendairement nul, même ceux qui ont bossé dedans disent que c'est nul. La réalisation manque cruellement d'énergie, les acteurs s'en foutent royalement, même pas dans le genre fun de s'en foutre royalement. Genre Raul Julia dans Street Fighter qui est genre bon je m'en fous de jouer dans une merde, je vais faire tout ce que je veux et je vais juste passer un bon moment. Non, ils sont genre vivement que le tournage se termine quoi. Putain de contrat. Et le scénario, même pour le ton assumé débile, ça reste à chier. Rien que Batgirl, c'est de la nullité d'écriture ultime. Bon, en faire la nièce d'Alfred au lieu de la fille de Gordon comme dans la BD, ok, on a compris depuis le premier Batman que vous ne savez pas quoi faire avec le personnage de Gordon. Ok, pas de problème. En faire une bimbo anglaise avec un accent américain que Robin essaye de sauter, ok. Lui donner un sous-scénario où elle fait des courses pour dépenser toute son énergie qu'elle ne sait pas focaliser et essayer d'avoir assez d'argent pour offrir une nouvelle vie à elle et à Alfred, chiant mais ok. Alfred qui fait comme s'il savait qu'elle allait découvrir le secret du manoir Wayne et lui faire un costume sur mesure, non. Là, t'abuses, film. Pendant tout le film, Alfred semble protéger Barbara du secret de Batman et tout, et même de n'importe quelle activité qui pourrait être dangereuse. Genre, la première scène ensemble, il y a Barbara qui voit la moto de Robin, elle demande si elle peut l'essayer, et Alfred est genre « Je vous l'interdis formellement !» C'est clair qu'il est à 1000 lieues de laisser sa nièce s'habiller en chauve-souris, combattre le crime et tout, hein. Et surtout, on explique qu'il a tout prévu à l'avance, en montrant qu'il a fait un enregistrement virtuel dans le bat-ordinateur, où il explique tout à Barbara pour qu'elle mette le costume et tout. C'est quand même dingue que dans cette scène, ce ne soit pas le fantôme d'Alfred digitalisé dans un super ordinateur qui soit le truc le plus improbable de cette scène. Et les dialogues sont juste inexcusables. Je m'en fous du ton que le film essaye d'adopter. Ce genre de dialogue, c'est juste fainéant, quoi. Imaginez Tilk de Stargate SG1 qui essaye de faire de l'humour. Ouais, c'est nul à ce point. Bon, après... je reconnais que sur les bords, le film est un petit peu injustement critiqué. Comme par exemple, meilleur exemple, la Bat Credit Card. Super sketch du nostalgie critique, mais dans le contexte du film, c'est pas aussi choquant que ça. Je veux dire, dans Batman le défi, le film le plus sombre de la saga, on a quand même le pingouin qui envoie de véritables pingouins avec des missiles attachés sur leur dos pour détruire la ville, quoi. Et en plus de ça, il leur fait un discours William Wallace. Avec ce genre de truc, faut pas s'étonner après de voir une bad carte de crédit. En plus, j'adore imaginer Batman aller à la banque et demander un compte Forever, quoi. Il aura le compte qu'il mérite, mais pas celui dont il a besoin. Chris O'Neill en Robin. Ouais, c'est une tête à claque, mais en même temps, durant tout le film, il est shooté à donf à cause des phéromones, donc voilà, c'est excusé aussi. Et comme je l'ai dit, le côté over the top et cartoon, c'est pas un défaut en soi. Le défaut, c'est que ce n'est pas assez over the top, justement. Aussi, il y a des trucs de qualité. Pas assez pour sauver le naufrage, mais voilà. Le casting, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est excellent. Mis à part Uma Thurman, que je trouve ils ont mal casté. Alicia Silverstone, je n'ai pas vu beaucoup de films avec elle, j'en ai vu qu'un seul, Batman et Robin justement, donc je peux pas dire si elle est vraiment mauvaise actrice, ou si elle est juste mal dirigée. Je veux dire, en même temps, George Clooney aussi, il joue mal dans ce film, donc ça veut rien dire. La musique est excellente, elle est exagérément énergique et épique. Bon après c'est juste du recyclage des musiques de Batman Forever, mais quand même c'est cool. Et il rajoute aussi quelques petites nouvelles musiques qui vont dans l'ambiance. Et même si dans l'ensemble les scènes d'action sont molles, j'ai bien aimé la scène où ils sautent de la fusée au début du film où ils font du surf aérien. Bon ok, c'est complètement con comme scène, je veux dire, à quoi ils servent leur surf aérien là? Ça va pas les faire tomber moins vite, et puis c'est pas pour ça que vous avez la cape justement pour faire un petit peu parachute. Mais sinon le reste de la scène c'est du spectacle complètement con mais fun, comme aurait dû être tout le reste du film, quoi. Vous étonnez pas après que je trouve le film mou, quoi. Et la plus grande qualité du film est sans problème Michael Gough en Alfred. Tu sens que les mecs sentaient que ça allait être la dernière fois que le mec allait jouer le personnage. Et d'ailleurs, ils ont eu raison, mais pas pour les bonnes raisons. Alors ils lui ont fait un arc scénaristique surprenamment touchant. Ou ils ont fait ça juste pour faire du remplissage en plus de la pub d'1h30. Ouais. Ça amène même une scène où George Clooney fait un effort au niveau de l'acting. La scène où Bruce et Alfred finissent par ouvrir leur cœur et avouer leurs véritables sentiments pendant ce qu'ils pensent être leur dernier instant ensemble. Et quand t'es fan de Batman...
Ça marche ce genre de truc. Bon après à la fin du film les scénaristes ils perdent leur couille et du coup ils sortent un remède miracle de nulle part et hop on a guéri Alfred. Mais quand même, bien tenté. Et surtout la qualité où je pense on sera tous d'accord, si ce film n'avait jamais existé, on n'aurait pas rebooté entièrement la saga pour faire quelques années plus tard la trilogie de Nolan. Et ça aurait été une grande perte. C'est là qu'on voit que même le pire des films peut avoir son rôle à jouer dans le fonctionnement des bons films. Mais bon, est-ce que sincèrement c'est le pire film au monde ? Non. J'ai vu 1000 fois pire, que ce soit Brad's, Disaster Movie ou même Dragon Ball Evolution. Ce n'est pas non plus le pire film de super-héros de tous les temps. Je trouve que les deux films 4 Fantastiques de Team Story sont 1000 fois pires. Vivement le reboot d'ailleurs, j'ai bien aimé la bande-annonce. Et ce n'est pas non plus la pire suite jamais réalisée parce que c'est juste une aventure débile qui se passe après les précédents films. C'est pas une histoire qui détruit tous les fondements de la saga, genre X-Men 3. Épisode d'alerte spoiler arrive. Bref, tout ça pour dire... Non, Batman et Robin n'est pas un bon film, mais je reconnais qu'on exagère un petit peu son statut de pire film de tous les temps. Ça a bien tué le genre des super-héros et la licence Batman, mais je pense que c'est surtout dû au ras-le-bol des spectateurs qui en avaient marre de ces conneries de super-héros, avant que quelques années plus tard on rende vraiment toutes ces conneries de super-héros fun. Bref, ça n'a pas vraiment de rapport direct avec son niveau de nullité. Bon ok, un petit peu, mais... Si vous arrivez quand même à apprécier le film, vous savez quoi ? Tant mieux pour vous, je vais même dire... Je suis jaloux. Vous arrivez à voir des qualités que je n'arrive pas à voir dans ce film. Vous avez vraiment une qualité qui mérite d'être admirée. Trouvez de la qualité dans des boosts pareils, quoi. Cette vidéo n'a pas du tout servi à imposer mon avis en disant que vous avez tort. C'est juste l'expression de mon opinion sur un film que je trouve n'est pas un bon film. Ainsi qu'un rappel des choses pour éviter que la popularité du film devienne exagérée, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle un plaisir coupable. Et vous savez quoi ? On a tous le droit d'avoir des plaisirs coupables. Moi j'en ai une bonne vingtaine pour dire. D'ailleurs un de ces plaisirs coupables est Batman Forever, qui a justement la même optique et surtout la même équipe que pour Batman et Robin. Mais en mieux. Donc si j'arrive à aimer Batman Forever mais pas Batman et Robin, c'est peut-être pas pour rien. Tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Et rendez-vous dans la boîte magique de voxmaker.fr pour voir des séquences inédites de cet épisode de Parlons Cinéma. Et si vous voulez soutenir financièrement nos créations, vous pouvez aller par exemple sur le compte Tipeee de Michael G pour soutenir l'élaboration et l'amélioration de ces vidéos, avec bien entendu quelques récompenses à la clé, ou déposer un don à l'espace Voxer pour soutenir le site en lui-même et permettre à notre nouvelle membre d'avoir un nouveau micro pour qu'elle puisse participer à d'autres vidéos, voire faire ses propres vidéos. Batman, you son of a bitch, find somebody else to harass. Beware the reach of my fist, cause I'm going to shove it right up your ass. You like a maddening, lingering edge. Batman, you son of a bitch. Everything I did for her. I wasn't just another mindless dog, so close to finally cooking up a cure when Batman came along. Ah oui, j'ai pas parlé des fameux tétons sur les costumes. Ouais, c'est bizarre. Je suppose que l'idée, c'était de donner un côté statue grecque à leur costume, mais ça fait juste bizarre. Surtout en pensant que c'est Alfred qui a confectionné ces costumes. Arc.